Le cours du diagnostic de la mort. Dans ce cours, vous devez connaître comment faire le diagnostic de la mort, quels sont les éléments qui vont vous permettre de faire la datation de la mort, comment différencier entre les différentes formes médico-légales de la mort et comment rédiger un certificat médical de constat de décès. Il faut savoir que la mort n'a pas de définition, c'est un concept. Chaque individu voit la mort selon ses principes, ses croyances et sa culture, ainsi que selon sa religion. En général, la mort, elle représente la fin de la vie. Pour certains, c'est le début d'une vie éternelle. Pour d'autres, c'est le passage à une autre vie. Pour d'autres, c'est la fin de la vie. Les circonstances dans lesquelles le médecin est appelé à faire un constat de décès, elles sont très variables. Soit il exerce au niveau de son service, soit il est de garde au niveau des urgences, soit il est dans son cabinet, soit il est appelé à faire une levée de corps. La différence entre les différentes circonstances réside dans le fait est-ce qu'il connaît le défunt ou non. Est-ce qu'il connaît des renseignements sur l'état de santé du défunt, c'est-à-dire l'état de santé de la personne avant qu'elle décède ou non? Le diagnostic de la mort, il permet de déterminer la réalité et la constance de la mort, l'origine de la mort et le moment de la mort. Et il est essentiel lors du diagnostic de la mort de déterminer son origine, sa nature. Est-ce que c'est une mort naturelle? Est-ce que c'est une mort violente ou suspecte? Il y a des éléments qui vont nous permettre de raisonner et de dire est-ce que c'est une mort naturelle, est-ce que c'est une mort violente ou c'est une mort suspecte. Parce qu'une mort naturelle, elle va pas entraîner des conséquences médico-légales, alors que une mort de nature ou d'origine violente ou suspecte, elle va entraîner des conséquences médico-légales. Le diagnostic de la mort, il a des intérêts médicaux, sociaux, administratifs et juridiques. Parmi les intérêts médicaux, le diagnostic du coma dépassé, il va permettre le prélèvement d'organes sur cadavre. Avant d'entamer les procédures de prélèvement d'organes sur cadavre, il est nécessaire de diagnostiquer un coma dépassé. La notion du coma dépassé, elle ne doit pas être évoquée en dehors du contexte de prélèvement d'organes sur cadavre. Sur le plan administratif, le certificat médical de constat de décès est essentiel pour délivrer un permis d'inhumer. Le permis d'inhumer, il est délivré par les autorités administratives de l'état civil et il ne peut se faire qu'après réception d'un certificat médical de constat de décès. Sur le certificat médical de constat de décès, lorsqu'il est mentionné que la mort, elle est violente ou indéterminée, cela empêche l'inhumation directe du cadavre et ça va constituer un obstacle médico-légal à l'inhumation. Le certificat médical de constat de décès contenant la mention de mort violente ou indéterminée, il va être adressé au procureur de la République et c'est au procureur de la République de décider des suites. Est-ce qu'il va autoriser l'inhumation après enquête ou il va autoriser l'inhumation après une enquête et une autopsie médico-légale? Sur le plan social, le constat de décès, il va déclencher les procédures d'héritage et de succession. Ainsi, qu'il va permettre administrativement de déclencher les procédures pour les ayants droit pour bénéficier des pensions et des aides sociales.
Le diagnostic de la mort, il se fait devant l'absence des signes de la vie et devant la présence des signes de la mort. L'absence des signes de la vie, c'est-à-dire la mort cérébrale, l'arrêt cardio-circulatoire et la présence des signes de la mort, c'est la présence des phénomènes cadavériques. Concernant les signes négatifs de la vie, on va commencer par la mort cérébrale ou la notion du coma dépassé. Je vous ai dit qu'elle est évoquée en cas de prélèvement d'organes sur cadavre. Comment on procède à un prélèvement d'organes sur cadavre? La personne, elle va être déclarée décédée parce qu'elle est en état de mort cérébrale et les organes, ils vont être préservés par une circulation et une respiration artificielle, c'est-à-dire la circulation et la respiration de la personne, si on ne la maintient pas artificiellement, elle va s'arrêter. On va maintenir une respiration et une circulation artificielle pendant un temps pour préserver les organes d'une personne en mort cérébrale afin de permettre le prélèvement de ces organes pour les donner à une personne vivante. Quand est-ce qu'on parle de mort cérébrale? C'est devant la présence de trois critères qui doivent être constatés simultanément. Premièrement, c'est l'absence totale de la conscience et des activités motrices spontanées. Deuxièmement, c'est l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral. Et troisièmement, c'est en l'absence d'une ventilation spontanée. Ces trois critères, c'est des critères cliniques. Ces critères cliniques sont renforcés par la réalisation d'examens complémentaires qui vont attester le caractère irréversible de la destruction du cerveau. C'est quoi ces examens complémentaires qui sont essentiels et indispensables pour parler d'une mort cérébrale? Il faut deux tracés d'enregistrement encéphalographique nul et aréactif. Ces deux tracés, ils vont être réalisés à un intervalle de 4 heures. Ils vont être réalisés par des appareils sophistiqués donnant des amplifications maximales. La durée d'enregistrement, elle va être de 30 minutes. En plus des tracés EEG, on doit aussi demander une angiographie cérébrale qui va objectiver l'arrêt de la circulation cérébrale. Comme tout diagnostic, il faut éliminer les situations similaires, c'est-à-dire l'état des personnes devant lesquelles on peut confondre avec un état de mort cérébrale. C'est les états, par exemple, des hypothermies, des hypotensions artérielles, des intoxications médicamenteuses par les médicaments qui agissent sur le système nerveux central, par exemple les curares. Les deux autres signes négatifs de la vie sont l'arrêt cardio-circulatoire et l'arrêt de la ventilation spontanée. Ils vont être constatés sur des personnes inconscientes, n'ayant pas de mouvement respiratoire et n'ayant pas d'activité cardiaque. Les mouvements respiratoires, c'est en observant les mouvements de la cage thoracique et il va y avoir un silence à l'auscultation. La même chose pour les bruits du cœur. Il ne va pas y avoir de pouls et un silence aussi à l'auscultation. Pour une personne qui est déjà scopée, c'est-à-dire qu'elle a un tracé ECG, le médecin, lorsqu'il est devant un état d'arrêt cardio-circulatoire, il doit réanimer la personne et faire un massage cardiaque pendant 30 minutes alors que le ECG montre un tracé plat. Un tracé plat avec un massage cardiaque de 30 minutes. Il faut faire un massage cardiaque de 30 minutes malgré
que le tracé est plat pour dire que le massage cardiaque, il est inefficace, on va l'arrêter et on va débrancher le défunt. Chez les ancêtres, chez les anciens médecins, il y avait des procédés pour confirmer le décès. Ces procédés, ils étaient en fonction des moyens disponibles à leur époque. Chez les premiers médecins, ils faisaient mordre l'orteil du défunt pour confirmer qu'il n'y avait aucune réaction nerveuse et pour dire que la personne est décédée. Chez d'autres médecins, ils faisaient introduire un trocar au niveau de la cage thoracique, au niveau de la région péricardique. Lorsque le trocar ne ramène pas de sang, ils vont dire que la personne est décédée. Je vais vous parler aussi de l'importance du délai d'observation. Vous avez constaté lors de vos passages aux différents services ou au niveau des urgences qu'une personne décédée, on la laisse pendant 2 heures pour déclarer le décès. Ce délai de 2 heures, il n'y a pas de texte légal qui oblige le médecin pour laisser le défunt pendant 2 heures pour constater le décès. C'est juste un consensus pour permettre l'apparition des signes positifs de la mort, c'est-à-dire pour faire un diagnostic de la mort. On ne peut pas se contenter uniquement des signes négatifs de la vie, parce qu'avec les signes négatifs de la vie, on peut enterrer des personnes vivantes. Il faut donner le temps au phénomène cadavérique d'apparaître pour être sûr qu'on est devant une personne décédée et pour pouvoir déclarer le décès. Les médecins, ils se sont entendus pour fixer cette durée à 2 heures et c'est une durée suffisante pour permettre l'apparition des phénomènes cadavériques. Ce que je veux dire, que ce n'est pas indispensable. Si vous avez le temps de rester et de vérifier à chaque fois votre défunt. Avec l'apparition des premiers phénomènes cadavériques, vous pouvez rédiger votre constat de décès. Vous pouvez déclarer le décès. La durée de 2 heures, c'est uniquement un consensus et, je répète, c'est pour donner le temps au phénomène cadavérique d'apparaître. Pour les signes positifs de la mort, qui sont les phénomènes cadavériques, l'abolition des fonctions vitales, elle va conduire à la mort de la personne, de ses tissus et de tout son organisme. Les phénomènes cadavériques, ils sont dus à la disparition progressive de la vie résiduelle et ils sont influencés par d'autres lois de la nature, c'est-à-dire ils sont influencés par les lois de la physique, la température, la gravité, l'évaporation, les symbioses, la vie saprophite. Tous ces éléments, ils vont influencer sur l'apparition progressive et l'évolution des phénomènes cadavériques. Les phénomènes cadavériques sont en nombre de 5. C'est le refroidissement cadavérique, la déshydratation cadavérique, la rigidité cadavérique, les lividités cadavériques et la tache verte de putréfaction. On va les détailler un par un pour dire déjà la physiopathologie pour l'apparition de chaque phénomène cadavérique, comment elle évolue son apparition et jusqu'à sa disparition et
ce phénomène cadavérique, il est influencé par quoi? Et il va permettre de diagnostiquer quoi? L'installation et l'évolution, je vous ai dit, des phénomènes cadavériques, elle est variable. Elle est, je vous ai dit, influencée par l'environnement et par le corps lui-même. L'environnement, c'est-à-dire la température ambiante, l'humidité, l'ensoleillement. Est-ce que c'est un endroit propre ou souillé? Est-ce que c'est un endroit aéré ou c'est un endroit clos? Tous ces éléments ils vont influencer l'apparition et la progression des phénomènes cadavériques. Et il est aussi influencé par des facteurs liés au corps, c'est-à-dire le corps, est-ce qu'il est une personne obèse, une personne maigre, une personne malade, une personne malade, c'est-à-dire est-ce qu'elle a de la fièvre, est-ce qu'elle a un syndrome infectieux, est-ce qu'elle a des blessures. Tous ces éléments, ils vont permettre de, ils vont permettre de raisonner pour dire pourquoi la progression des phénomènes cadavériques, elle est différente d'un corps à un autre. On va commencer par le refroidissement cadavérique. C'est l'équilibre de la température du corps avec la température ambiante. En général, cet équilibre, il va être atteint au bout de 24 heures. La température du corps, qui est en général de 37 degrés, elle va rejoindre la température ambiante. La modification de la température du corps, elle est influencée par la température de la personne avant son décès, la position de la personne, l'importance du tissu adipeux et de l'habillement de la personne, ainsi que la température, l'aération et le degré d'humidité de l'environnement. Le refroidissement cadavérique, il a un intérêt dans la datation de la mort. Au fur et à mesure que la température du cadavre, elle va rejoindre la température ambiante, c'est-à-dire qu'on est avant 24 heures. Lorsqu'on retrouve un cadavre qui est refroidi, ça veut dire que la mort, elle est survenue après 24 heures. Le deuxième phénomène cadavérique, c'est la déshydratation cadavérique. La déshydratation cadavérique, elle est due à l'arrêt de la circulation sanguine. L'arrêt de la circulation sanguine, il va conduire à l'évaporation progressive des liquides contenus dans l'organisme. Le corps humain, il va être comme une éponge. Il n'y a plus de circulation, la pompe cardiaque, elle ne va plus fonctionner, il n'y a plus de métabolisme. Ça va être comme une éponge mouillée qui va se dessécher au fur et à mesure. La déshydratation cadavérique, la déshydratation cadavérique est variable. Elle se manifeste soit par un pli cutané, elle se manifeste aussi par la diminution du poids du corps parce que les liquides contenus dans le corps, ils vont s'évaporer. Le poids des liquides, il va diminuer. Elle va aussi se manifester par l'affaissement des globes oculaires. Les globes oculaires, ils ne vont plus être bombés. Ils vont s'affaisser. Et l'ouverture des yeux, elle va montrer un voile glaireux cornéen. Le regard d'une personne vivante, il est brillant, alors que l'ouverture des yeux d'un cadavre, elle va montrer une couleur opaque qui va s'accentuer au fur et à mesure de la progression de la déshydratation cadavérique. Cette couleur opaque, au fur et à mesure, elle va se transformer à une coloration noire qui est la tache noire scléroticale. Ça, c'est au niveau des yeux. La déshydratation
cadavérique au niveau des yeux, elle se manifeste par l'affaissement des globes oculaires, dans un premier temps par l'apparition du voile glaireux cornéen, ensuite par l'apparition des taches noires sclérotiques. Pour les lésions sur les cadavres, soit les lésions antémortem ou post-mortem. Ces lésions, elles vont se parcheminer, elles vont se dessécher à cause du phénomène de déshydratation cadavérique, quel que soit leur mode d'apparition, quel que soit leur temps d'apparition, soit avant la mort, soit après la mort. Elles vont obéir au phénomène physique de déshydratation. Elles vont se dessécher et elles vont donner l'aspect du parchemin. Le troisième phénomène cadavérique, c'est la rigidité. Elle marque la mort de la cellule musculaire. Elle est due à l'absence d'ATP et par ce phénomène d'absence d'ATP, les fibres d'actine, elles vont rester accolées aux fibres de myosine. La rapidité et la progression de la rigidité cadavérique, je vous ai dit qu'elle est variable, mais le sens d'installation de ce phénomène, il est constant. Sur tous les cadavres, son installation et sa disparition, elles vont dans un sens constant. Elles s'installent dans un ordre descendant et elles se rompent dans le même ordre. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Elle commence au niveau, elle est initialement constatée au niveau du cou, ensuite au niveau du tronc et des membres. Et elles se rompent aussi dans le même sens. Elle va disparaître au niveau du cou, du tronc et des membres. En réalité, les constatations, c'est ce que je vous ai expliqué. Mais la réalité scientifique, c'est qu'elle atteint tous les muscles simultanément. Mais elle est plus rapidement visible sur les petits muscles. C'est pour ça on la constate premièrement sur les muscles du cou parce que c'est des petits muscles, ensuite sur les muscles du tronc et par la fin sur les muscles des membres parce que c'est des gros muscles. Pour la disparition aussi, c'est par le même phénomène. Elle disparaît au niveau des petits muscles et elle disparaît dans un dernier temps sur les grands muscles. La rigidité cadavérique, elle se manifeste par un durcissement des muscles et une raideur des articulations. En général, elle va donner au cadavre l'aspect de tête en extension, de mâchoire serrée, de tronc tonique, de membres supérieurs en flexion avec les mains fermées et des membres inférieurs en extension. C'est l'aspect général d'un cadavre qui a la rigidité cadavérique installée sur l'ensemble des muscles. Mais cette position, elle n'est pas constante sur tous les cadavres. C'est la position générale, mais elle est variable en fonction de l'état de la personne, la position de la personne lors du décès. Cette position, elle va être maintenue et les muscles, ils vont être durcis, les articulations raides dans la position dans laquelle le décès est survenu. La rigidité cadavérique, elle commence à s'installer approximativement 2 à 6 heures après la mort. Elle va atteindre son maximum vers 12 heures après la mort et elle disparaît avec le début de la décomposition du corps, avec le début de la putréfaction. L'étude de la rigidité cadavérique, elle va nous orienter pour dire est-ce que ce cadavre il a été manipulé ou pas. Et elle va aussi nous permettre de dire on est à quel moment du décès. Comment on va discuter ces deux éléments?
je vous ai dit que la position du cadavre, elle va être maintenue après le décès. Et la rigidité, elle va s'installer pour maintenir cette position. Si le cadavre, il va être manipulé avant 12 heures, la rigidité, elle peut être, elle peut réapparaître partiellement. Mais après 12 heures du décès, une fois le cadavre il est manipulé et la rigidité rompue, elle ne va plus se reconstituer. Mais si le cadavre il va être manipulé avant l'installation de la rigidité, c'est-à-dire avant son installation initiale, le cadavre il va avoir la rigidité sur la nouvelle position. On ne pourra pas dire s'il a été manipulé ou pas. Je vais récapituler pour vous dire que si un cadavre il va être manipulé avant l'installation de la rigidité cadavérique, on ne pourra pas savoir s'il a été manipulé ou pas. Maintenant, si un cadavre il va être manipulé entre le début d'apparition de la rigidité cadavérique et la 12e heure, il va y avoir une récupération minime de la rigidité cadavérique, une récupération partielle. Et l'examinateur, il va constater une différence entre la raideur des articulations, par exemple, entre la droite et la gauche. Et ça va lui permettre de dire que ce cadavre, il a été manipulé. Si le cadavre, il va être manipulé après 12 heures, la rigidité cadavérique, elle ne va plus se reconstituer et l'examinateur, il va avoir la certitude que ce cadavre, il a été manipulé. Ces délais entre l'apparition de la rigidité cadavérique, son atteinte de son maximum et sa disparition, ils vont permettre de dire approximativement que, par exemple, ce décès est survenu avant 12 heures. Ce décès est survenu avant 2 heures. S'il n'y a pas du tout de rigidité cadavérique, c'est-à-dire que le décès, il est récent. Il est moins de 2 à 6 heures. Si il est vraiment rigide, c'est-à-dire on est aux environs de 12 heures. Si la rigidité, elle commence à disparaître, c'est-à-dire qu'on est au-delà de 12 heures. La rigidité cadavérique ne doit pas être confondue avec les rétractions du corps lors de la congélation et de la carbonisation. Un corps congelé, il va être dur. Les articulations, elles vont être rigides, mais c'est dû à la congélation et non pas à la rigidité cadavérique. La même chose pour un corps carbonisé. Un corps carbonisé, c'est-à-dire que c'est un corps qui a été brûlé. Brûlé jusqu'au dernier degré des brûlures. Le dernier degré des brûlures, c'est la carbonisation. Elle va donner un durcissement aux muscles et une raideur des articulations semblable à la rigidité cadavérique. Il faut savoir différencier entre la rigidité cadavérique et ces deux facteurs ou ces deux situations qui peuvent simuler la rigidité cadavérique. Les lividités cadavériques, qui sont le quatrième phénomène cadavérique, c'est des taches de position ou encore appelées des zones d'hypostase. En général, elles sont de couleur rouge bleuté et elles sont observées au niveau des régions déclives du corps tout en épargnant les zones d'appui. Je vais expliquer
c'est des colorations au niveau des zones déclive et en épargnant les zones d'appui. On les retrouve en général au niveau de la région dorsale. Ça va donner une coloration qui peut être confondue avec des ecchymoses. Ce n'est pas des ecchymoses, c'est des taches de position. Elle indique la position du cadavre lorsqu'il est décédé. S'il est décédé en position de décubitus dorsal, on va les retrouver au niveau des régions dorsales. S'il est décédé en position de décubitus ventral, on va les retrouver sur la face ventrale, sur la face antérieure du corps. S'il est décédé en position latérale, on va les retrouver en latéral. Maintenant, s'il est pendu ou suspendu, on va les retrouver au niveau des extrémités. Ça nous indique la position du cadavre lors du décès. C'est pour ça qu'on les appelle les taches de position. Et ils ne doivent pas être confondus avec les ecchymoses. Il faut savoir la même chose que pour la déshydratation cadavérique. Après le décès, il n'y a plus de circulation sanguine et le sang, il va obéir au phénomène de la pesanteur. Il va rejoindre les régions déclives du corps et il va se rassembler tout en restant à l'intérieur des vaisseaux. Et c'est ce qui va permettre de différencier les lividités cadavériques des ecchymoses. Comment on différencie lorsqu'on a une tache suspecte? Et on ne peut pas faire la différence entre lividité cadavérique et ecchymose. On procède à la pratique de crevés. Les crevés, c'est quoi? C'est des incisions par le bistouri au niveau de la région suspecte. Après l'incision, on va laver. Si la tache, elle persiste, ça veut dire que c'est une ecchymose. Si elle disparaît, ça veut dire qu'on est au niveau d'une région de lividité cadavérique. Pourquoi elle disparaît et pourquoi elle persiste? Pour les ecchymoses, le sang, il sort des vaisseaux, il infiltre les tissus contus et ça va être du sang coagulé. C'est pour ça qu'il ne disparaît pas après lavage. Mais dans une zone de lividité cadavérique, le sang, il reste à l'intérieur du vaisseau et il n'y a pas d'infiltration du tissu et le sang, il n'est pas coagulé. C'est pour ça qu'il disparaît après lavage. La pratique de crever, elle permet de différencier entre les lividités cadavériques et les ecchymoses. Les crevés, c'est des incisions au niveau des régions suspectes. Lorsqu'on pratique l'incision et on procède au lavage, lorsque la coloration disparaît, c'est des lividités cadavériques. Lorsque la coloration, elle persiste, c'est une ecchymose. Les lividités cadavériques, elles peuvent s'observer à partir de la première heure qui suit le décès. Elles sont intenses et visibles vers la 4e heure. Elles sont indélébiles après 12 heures et elles sont immuables après 30 heures. Cette séquence, elle va permettre la datation de la mort et aussi elle va permettre de dire que ce cadavre, il a été manipulé ou pas. Si le cadavre, il a été manipulé avant l'apparition même des lividités cadavériques, on ne pourra pas savoir s'il a été manipulé ou pas.
parce que les lividités cadavériques qu'elles vont apparaître, elles vont témoigner de la nouvelle position. Si le cadavre, il va être manipulé après 12 heures, j'ai dit que les lividités cadavériques, elles sont indélébiles après 12 heures. S'il est manipulé après 12 heures, on va avoir les lividités cadavériques de la nouvelle position et les lividités cadavériques de l'ancienne position. On va avoir deux sièges qui témoignent. Le premier de la position initiale du cadavre, le second, c'est la position après manipulation. Si un cadavre il va être manipulé après 30 heures, et j'ai dit qu'après 30 heures, les lividités cadavériques, elles vont devenir immuables, c'est-à-dire elles ne vont pas changer de position. Un cadavre manipulé après 30 heures, il va avoir uniquement les lividités cadavériques de la position initiale. Je récapitule. Les lividités cadavériques, je vous ai dit, elles vont permettre la datation par leur ordre d'apparition. Elles vont permettre de dire si le cadavre il a été manipulé ou pas. En plus de ça, la couleur des lividités cadavériques, elle peut orienter sur la cause du décès. Il y a des situations qui donnent une coloration spéciale aux lividités cadavériques. Lorsqu'elles sont de couleur violacée intense, on peut évoquer le syndrome asphyxique, une asphyxie. Lorsqu'elles sont de couleur rouge carminé, on doit rechercher une intoxication au CO. Lorsqu'elles sont pâles, on doit rechercher une hémorragie où là, on peut évoquer une anémie de la personne avant son décès. Pour le dernier phénomène cadavérique, qui est la tache verte de putréfaction, elle marque le début de la décomposition du cadavre. La coloration verdâtre, qui est due à la formation de sulfhémoglobine et de choléglobine, c'est dû à la dégradation de l'hémoglobine. En général, elle commence après 48 heures, mais ce n'est pas de la science exacte. Elle peut commencer avant et elle peut se retarder en fonction des conditions de préservation du cadavre, c'est-à-dire les conditions de l'environnement, et aussi ça dépend de l'état du cadavre. En général, un corps commence à se décomposer après 48 heures. Un corps, il commence à se décomposer au niveau de l'abdomen et la tache verte de putréfaction, elle va apparaître au niveau de la fosse iliaque droite. Pourquoi la fosse iliaque droite? Parce que c'est la zone la plus abritée par les germes saprophytes. C'est pour ça le corps, il commence à se décomposer au niveau de la fosse iliaque droite. Ensuite, cette décomposition, elle va s'étendre au fur et à mesure pour atteindre l'ensemble du corps. J'évoque les cas particuliers du nourrisson, chez lequel la décomposition du cadavre, elle commence au niveau de la sphère ORL. Aussi, le cas particulier des cadavres avec des blessures ou avec des infections, les régions blessées du corps et ou les régions infectées du corps, elles se décomposent rapidement.
On passe au chapitre suivant. On a terminé avec les critères qui nous ont permis de faire le diagnostic de la mort, qui sont les signes négatifs de la vie et les signes positifs de la mort. Maintenant, on passe au chapitre suivant et on va juste récapituler parce qu'on a parlé de la datation lorsqu'on a évoqué les différents phénomènes cadavériques. Pour la datation de la mort, la constatation des signes négatifs de la vie et l'étude essentielle des phénomènes cadavériques, elle va permettre une estimation du moment de la mort. J'ai dit une estimation. La datation de la mort, elle est souvent approximative parce qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent les éléments sur lesquels on va se baser pour déterminer le moment du décès. La datation de la mort, je vous ai dit qu'elle est approximative et c'est pas de la science exacte. On ne peut pas dire avec certitude que le décès est survenu avant 24 heures. Le décès, malgré qu'il y a des procédés, par exemple la température rectale, la température du foie, les courbes de température. Ils vont permettre une datation, mais c'est toujours des situations projetées sur des cas témoins. Les cas témoins, ils ont réuni certaines conditions, mais pas toutes les conditions. Et chaque cas est un cas. Pour les formes médico-légales de la mort, le diagnostic de la mort et l'examen externe du cadavre, ils vont permettre de déterminer la forme médico-légale de la mort. La mort, elle peut être naturelle, elle peut être violente ou indéterminée. Et j'insiste sur le fait qu'il faut distinguer entre la forme médico-légale, la nature médico-légale, la cause médico-légale de la mort et la cause scientifique. La cause chaque décès, il doit avoir une forme médico-légale. Il doit l'avoir. Chaque décès, il doit être déclaré comme soit naturel, soit violent ou de cause indéterminée. Mais il peut y avoir des décès sans diagnostic scientifique. Si on n'a pas le diagnostic scientifique, c'est pas systématiquement une mort de forme médico-légale indéterminée. Le diagnostic scientifique peut ne pas être posé avec certitude, mais le contexte médico-légal de la mort, il reste naturel. Pour dire que c'est une mort naturelle, à l'examen externe du cadavre, on ne doit retrouver aucune lésion de violence mortelle. Pour dire aussi que c'est une mort naturelle, il nous faut la présence soit d'un état pathologique à issue fatale ou d'un état de vieillissement avancé, ou les deux. Je résume. Pour dire que c'est une mort naturelle, la première des choses, il faut faire un examen externe du cadavre. À l'examen externe du cadavre, on ne doit pas retrouver aucune lésion de violence mortelle. On a terminé avec l'examen externe du cadavre. On passe à l'état de santé de la personne avant son décès ou à son degré de vieillissement. En présence d'une personne vieille, avec l'absence de toute lésion de violence mortelle sur le corps, on
peut dire que c'est une mort naturelle ou on doit dire que c'est une mort naturelle. Une personne vieille qui ne présente aucune lésion de violence mortelle sur le corps, elle est décédée d'une mort naturelle. Une personne qui a un état pathologique décompensé à issue fatale, avec à l'examen externe aucune lésion de violence mortelle, elle est décédée d'une mort naturelle. Une personne qui est vieille avec un état pathologique décompensé à issue fatale et aussi avec l'absence de toute lésion de violence mortelle sur le corps, elle est décédée d'une mort naturelle. Sur le certificat de décès, on doit cocher qu'il s'agit d'une mort naturelle. Pour la mort suspecte ou indéterminée, c'est devant une personnalité particulière ou devant des circonstances de décès particulières. C'est la mort des sujets qui sont en bon état de santé apparente et dans l'examen externe du cadavre ne retrouve aucune lésion de violence et euh, il y a une situation particulière qui va intriquer le raisonnement du médecin et qui va l'empêcher de dire que c'est une mort naturelle. Ces circonstances particulières, ils sont liés soit à l'endroit de la découverte du cadavre, soit à la profession de la personne, soit à ses habitudes, soit à ses fréquentations, soit à ses ressources financières. Les personnes, des fois, on a les critères pour dire que c'est une mort naturelle, mais devant des circonstances particulières, de découverte du cadavre, liées à la profession du défunt, liées aux habitudes du défunt, à ses fréquentations, à ses ressources financières, c'est-à-dire est-ce qu'il est riche, il avait de l'argent, on peut évoquer une éventuelle intoxication pour pouvoir accéder à son argent. Par exemple, un policier qui décède au cours de sa permanence, par exemple un cadavre qui est reconnu d'une personne qui a déjà des antécédents, qui est découvert sur la voie publique avec aucun témoin sur le décès. C'est toutes ces circonstances, ils vont empêcher le médecin de déclarer la mort comme étant de nature naturelle ou de cause naturelle. Pour la mort violente, c'est la forme la plus facile. À l'examen externe du cadavre, on retrouve plusieurs lésions de violence mortelle. La contribution du médecin, elle permet de qualifier les faits traumatiques, c'est-à-dire l'examen des différentes blessures. Il va orienter les magistrats et les enquêteurs pour évoquer soit l'accident, soit le suicide, soit l'homicide. On passe à la législation de la mort. Il y a plusieurs articles dans les lois algériennes qui font référence soit au diagnostic de la mort, soit au constat de décès, soit au certificat médical de décès. Je cite par exemple l'article 78 du Code de l'état civil qui oblige l'officier de l'état civil d'avoir un certificat médical de décès avant de délivrer le permis d'inhumer. L'article 62
du Code de procédure pénale et l'article 82 du Code de l'état civil, il précise la conduite devant la découverte d'un cadavre et la conduite d'une levée de corps. L'article 49 du Code de procédure pénale, il prévoit la possibilité de réquisitionner des personnes compétentes pour procéder à des constatations qui ne peuvent pas être différées. C'est l'article qui définit la réquisition. L'article 49 du Code de procédure pénale, c'est l'article qui définit la réquisition. Le certificat médical de constat de décès, c'est un chapitre très essentiel dans ce cours. Il faut que vous sachiez que la rédaction d'un certificat médical de constat de décès, elle est obligatoire devant un cadavre. Si le médecin il a constaté le décès, soit il a assisté au décès, soit on lui a ramené un cadavre, le médecin il est dans l'obligation de faire le diagnostic de la mort et de faire le constat de décès, de rédiger le certificat médical de constat de décès. C'est un certificat obligatoire. Pourquoi il est obligatoire? Parce que sans ce certificat médical de constat de décès, la personne, elle ne peut pas être inhumée. C'est un certificat obligatoire qui doit être remis soit aux parents, soit aux autorités en fonction des cas. En Algérie, l'Algérie, elle a adopté un nouveau modèle de certificat de décès. Ce nouveau modèle, il est uniformisé entre les différentes structures, soit publiques, soit privées. Tout médecin exerçant à l'échelle nationale, il doit utiliser le formulaire qui a été énoncé par le décret exécutif 1680 du 14 février 2016 pour établir le constat de décès. Tout médecin, il doit utiliser ce modèle pour constater le décès. Selon l'article de la loi qui a énoncé ce modèle, selon son deuxième article, il stipule que tout médecin autorisé à exercer la médecine attestant le décès doit établir et rédiger en un seul exemplaire le certificat médical de décès selon le modèle prévu à l'annexe de ce décret. Le modèle du certificat de décès, il comporte deux parties. Une partie supérieure qui est nominative qui est destinée à l'officier de l'état civil et une partie inférieure qui est anonyme et qui est réservée à l'exploitation par les autorités sanitaires où sont indiquées les causes médicales de décès. Et il faut donner de la valeur aux causes médicales de constat de décès parce que c'est avec l'étude de cause des décès, les autorités sanitaires, ils vont avoir un œil sur l'état de santé de la population et ils vont pouvoir évaluer les programmes de santé déjà entamés et aussi ils vont prévoir de nouvelles actions sanitaires pour diminuer la mortalité consécutive aux causes les plus fréquentes. Pour les items de la partie supérieure qui est nominative, on doit mentionner la commune du décès. On doit mentionner la wilaya de décès, le nom et le prénom du défunt, le sexe du défunt, le nom et le prénom des parents, la date et le lieu de naissance, la date du décès, l'âge du défunt. Pour les enfants, il doit être précisé en jour ou en mois. Le lieu de survenue de décès. On doit aussi mentionner la date du survenu du décès, l'heure du survenu du décès,
la cause du décès, la cause naturelle, violente ou indéterminée, l'endroit où on a établi le certificat, la date d'établissement du certificat et la signature du médecin. En plus de ces renseignements, on doit cocher les cases de signalement médico-légal. Ces cases, ils posent trois questions. La première question, elle concerne l'obstacle médico-légal à l'inhumation. Devant un caractère violent, indéterminé ou suspect de la mort, le médecin, il doit cocher la case d'obstacle médico-légal à l'inhumation. La deuxième case, c'est en présence d'une prothèse fonctionnant en moyen d'une pile. Si le cadavre, il contient une prothèse qui fonctionne avec une pile, le médecin, il doit cocher la case de l'existence d'une prothèse fonctionnant en moyen d'une pile. La troisième, elle concerne la présence d'un état pathologique avec un risque infectieux élevé qui risque de contaminer l'entourage et l'environnement. C'est l'exemple, par exemple, de la maladie de charbon, de l'Ebola, du choléra et maintenant du Covid. La partie inférieure qui est anonyme, elle contient concernant les renseignements de la partie supérieure uniquement son le nom et prénom. On doit mentionner la commune du décès, la wilaya de décès, la commune de résidence, la wilaya de résidence, parce qu'une personne, elle peut être originaire d'une région et elle décède dans une autre région. Les causes de décès, ils doivent être attribuées à sa région où il réside. La date de naissance, la date du décès, le sexe du défunt, son âge précis, le lieu du survenu de décès et pour les causes du décès. Elles doivent être classées de la cause initiale jusqu'à la cause qui a entraîné le décès. La cause initiale qui a déclenché le processus morbide qui a conduit au décès. Elle va être mentionnée au niveau du D et l'enchaînement des états morbides, il va progresser jusqu'au A où on doit mentionner la cause directe du décès. Et il y a 4 exemples sur le certificat qui montrent l'enchaînement des états morbides de la cause initiale jusqu'à la cause directe du décès. Le premier exemple, un cancer du sein qui a entraîné un cancer secondaire du fémur. Le cancer secondaire du fémur, il a entraîné une fracture pathologique et la fracture pathologique, elle a entraîné une embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est la cause directe du décès. Je passe au deuxième exemple, une alcoolémie, une personne alcoolique un alcoolisme qui a entraîné un ulcère duodénal. L'ulcère duodénal a entraîné une perforation. La perforation, elle a entraîné une péritonite et la péritonite, elle a entraîné une septicémie. L'alcoolisme, c'est la cause initiale et la septicémie, c'est la cause directe du décès. Au niveau de la partie 2, on doit mentionner les autres états pathologiques qui ont participé à l'apparition de l'état morbide. C'est les facteurs de comorbidité et pour la colonne de droite, il faut uniquement répondre aux questions par oui ou non. Le certificat, une fois rédigé, il doit être fermé parce que la partie inférieure, elle contient des renseignements
couverte par le secret médical, elle doit être fermée jusqu'à ce qu'elle arrive au niveau de l'état civil où la partie supérieure, elle va être séparée de la partie inférieure. La partie supérieure, je vous ai dit qu'elle va être exploitée par l'officier de l'état civil. Et la partie inférieure, elle va être collectée et adressée à la DSP, puis transférée à l'Institut national de santé publique où elle va être exploitée et étudiée pour avoir des renseignements sur les causes de décès. En conclusion, l'étude de la mort est un domaine très vaste. Le corps d'une personne décédée, il reflète plusieurs éléments concernant les conditions et les circonstances de la mort. En tant que médecin légiste, on dit qu'on fait parler les cadavres. Le diagnostic de la mort, il rencontre plusieurs difficultés. Premièrement, il n'y a pas de paramètres exacts qui vont déterminer le moment du décès. Et deuxièmement, le corps, il subit des modifications, soit par l'environnement, soit par sa décomposition. Ces modifications, ils vont altérer les constatations.